Coucou tout le monde, c'est Sarah Dus, la tutrice d'anatomie du petit bassin. Aujourd'hui, on va faire le cours sur l'appareil génital féminin et vous allez voir, il est très sympa. Je vais partager ce cours en deux parties et du coup, on va commencer. On va commencer par l'introduction et on va voir une vue d'ensemble de l'appareil génital féminin. Il faut savoir que cet appareil génital féminin, il est composé de deux parties. Une partie externe qui est composée de la vulve, du coup c'est ce qu'on voit d'un point de vue extérieur, et une partie interne, c'est les organes génitaux internes, logiquement. C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps de la femme. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le vagin, ici, qui a une fonction de copulation. Pourquoi? Parce qu'il accueille le pénis lors de l'acte sexuel. On a l'utérus, qui a une fonction pour la gestation, parce qu'il accueille le fœtus pendant les 9 mois de la grossesse. On a les oviductes, aka les trompes. Elles vont permettre le transfert de l'œuf fécondé de l'ampoule de la trompe jusqu'à l'intérieur de l'utérus au début de la gestation. Et on a les ovaires qui sont ici et qui sont en fait les gonades de la femme, c'est-à-dire que c'est elles qui vont produire les gamètes, produire les ovocytes, et aussi elles vont produire des hormones, mais ça on va le voir plus tard. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout l'appareil génital féminin, il est sous-péritonéal, c'est-à-dire qu'il est sous le péritoine, mais ça on le verra plus tard plus en détail, sauf les ovaires. Les ovaires sont les seules parties de la GF qui sont non péritonéales, mais qui sont situées à l'intérieur du péritone. Du coup, c'est un petit peu abstrait dit comme ça, mais on le verra plus tard plus en détail. Ok, du coup maintenant on va décrire le périnée cutané. Le périnée on l'appelle aussi pudendum, qui signifie pudeur en latin, parce que le périnée il regroupe en général tous les organes génitaux dont on est assez pudique. Et ce périnée on va le décrire en position de taille. C'est aussi la position génupectorale qui est en fait la position que prennent les femmes quand elles accouchent. Et du coup, quand vous regardez ce schéma, on peut voir se dessiner un losange. C'est le losange périnéal. Ce losange, il a 4 sommets. En avant, on a la symphyse pubienne qui va fermer le bassin par l'avant. En arrière, on a le coccyx qui ferme le bassin en arrière. Et latéralement, on a les tubérosités ischiatiques. Ce sont des parties des os coxaux dont on va voir plus en détail dans un autre cours, paroi du petit bassin. Et du coup, ce losange, si on le divise en deux, on va voir deux triangles se former. En avant, on a le triangle urogénital, uro parce qu'il contient l'urètre, et génital parce qu'il y a le vagin si on parle d'une femme, ou bien le pénis si on parle d'un homme. Bah non, du coup là c'est AGF, du coup on a le vagin. Et on a le triangle postérieur anal qui contient du coup l'anus. Ok, du coup maintenant on va voir l'innervation du périnée cutané. Si vous comprenez pas, parce que vous n'avez pas fait le cours système nerveux, c'est totalement normal. Mais quand vous aurez fait le cours système nerveux, vous aurez vu c'est quoi L1, L2, tous les nerfs, un rameau c'est quoi. Et du coup ce sera beaucoup plus clair pour vous après cette partie du cours. Mais du coup, il faut juste savoir que votre losange périnéal, il est innervé au quart antérieur par les rameaux antérieurs des racines L1 et L2 et que les trois quarts postérieurs, ils sont innervés par les rameaux antérieurs des racines S2, S3, S4. Et cette réunion de S2, S3, S4 forme le nerf pudendal. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, maintenant, on va voir la composition du périnée cutané en faisant un zoom sur l'appareil génital féminin. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a le mont de Vénus, c'est une formation graisseuse qui permet en fait d'amortir les chocs pendant l'acte sexuel. Et on précise que ces poils sont de section polygonale parce qu'en fait ça permet au morpion de s'y accrocher et du coup d'entraîner toute la pathologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ça va gratter et tout. On a les grandes lèvres. Les grandes lèvres, elles sont aussi graisseuses et poilues. Et elles sont limitées en avant par une commissure antérieure et limitées en arrière par une commissure postérieure. Ici, on a le sillon interlabial. Comme son nom l'indique, il permet de séparer les grandes lèvres des petites lèvres. Ici, on a les petites lèvres. On les appelle aussi nymphes. Bon, les nymphes, vous savez, c'est des divinités antiques qui étaient spécifiques aux sources. Et du coup, on fait l'analogie avec les petites lèvres, parce qu'en fait, les petites lèvres, elles permettent de diriger le jet d'urine quand les femmes, elles font pipi. Voilà, c'est tout.
Et du coup, entre les petites lèvres, on retrouve le vestibule du vagin ici, et le clitoris au niveau de la commissure antérieure des petites lèvres. Et du coup, il faut savoir que la commissure antérieure des petites lèvres, elle va avoir deux extensions. Une extension antérieure qui va donner le capuchon du clitoris et une commissure postérieure qui va donner le frein du clitoris. Du coup, vous voyez ici la petite boule, c'est le clitoris. Par-dessus, on a le capuchon et en arrière, ce qui tire en arrière le clitoris, c'est son frein. Voilà, maintenant on va parler des glandes. Alors il y a deux glandes à savoir, c'est les glandes de Skene, aussi appelées glandes para-urétrales parce qu'elles sont de part et d'autre de l'urètre. Leur rôle, c'est de sécréter du liquide lubrifiant nécessaire à la copulation. On a aussi les glandes vestibulaires majeures, aussi appelées glandes de Bartholin, qui sont elles plus en postérieur et qui sécrètent de la cyprine, aussi un liquide lubrifiant nécessaire à la copulation. Et en fait, il y a une pathologie nécessaire à savoir, c'est les bartholinites. En fait, c'est une infection des glandes de Bartholin, ce qui fait qu'elles vont s'inflammer et gonfler. Et du coup, ça va faire très mal à la femme qui en est atteinte. Et le traitement, en fait, c'est d'enlever les glandes, de faire une exérèse. Et du coup, ça va causer une sécheresse du pudendum, parce qu'en fait, du coup, les glandes, elles sont plus là pour sécréter le liquide lubrifiant. Du coup, maintenant, on va parler de l'hymen. C'est une membrane qui est à l'entrée du vagin. Et en fait, sa forme, elle va changer au fur et à mesure de la vie génitale de la femme. Et ces formes, elles sont importantes à connaître pour des questions médico-légales. Parce que par exemple, si une petite fille s'est fait violer, on va examiner son hymen. Et si elle ne présente pas un hymen vierge, mais un hymen post-pénétration, c'est une preuve comme quoi c'est vraiment fait violer. Et du coup, en fonction du stade de la vie génitale, on va avoir une forme spécifique. Pour les femmes qui sont vierges, il y a 4 types de formes possibles. Il y a les formes qui sont dites labiées, qui ressemblent un petit peu comme à des langues. Il y a des formes circulaires ou annulaires, des formes semi-lunaires qui ressemblent à des demi-lunes, et une forme cribriforme avec plein de petits trous. Voilà. Après la pénétration, l'hymen s'étend et présente des caroncules hyménéales. Et après l'accouchement, l'hymen est encore plus étendu et présente des caroncules myrtiformes. Et du coup, comme mémo, en fait, moi je me disais que souvent les enfants ils aiment bien les myrtilles. Et du coup, c'est la femme qui a des enfants qui a des caroncules myrtiformes. Voilà. Et il y a une patho à connaître, c'est l'imperforation de l'hymen chez la petite fille. Parce qu'en fait, physiologiquement, votre hymen, il est un petit peu perforé. Et du coup, la petite fille, quand elle a ses premières règles, si son hymen, il n'est pas perforé physiologiquement, le sang, il ne va pas pouvoir s'écouler, il va s'accumuler, et du coup, ça va lui faire des douleurs. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler des corps érectiles de la femme, c'est-à-dire le clitoris et les bulbes vestibulaires. Alors, ici, on a le clitoris, c'est ce qui est en jaune clair, ici. Et là, on a les deux bulbes vestibulaires. Et en gros, ils sont en profondeur du périnée cutané. Et ces corps érectiles, ils sont entourés de deux muscles encornés qu'on va voir juste après. Et en fait, on les dit érectiles parce qu'en fait, pendant l'excitation de l'acte sexuel, les muscles encornés ils vont se contracter, ce qui va diminuer le retour veineux vers le cœur, donc il va y avoir une accumulation de sang dans ces muscles, ce qui va provoquer un gonflement de ces corps érectiles. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que chez la femme, les corps érectiles, ils sont imparfaits parce qu'ils ne sont pas exactement durs comme chez l'homme avec le pénis. Les corps érectiles de la femme, le maximum, c'est juste un gonflement. Du coup, on va voir chaque corps érectile en détail. Du coup, on va parler du clitoris. Le clitoris, du coup, je vous avais dit, c'était ça. Et je vous avais dit qu'ils étaient entourés par des muscles encornés, les corps érectiles. Là, on a le clitoris. Là, on a les deux bulbes vestibulaires qui sont du coup entourés par des muscles encornés. Là, on a le muscle constricteur du vagin qu'on verra après. Et là, du coup, le vagin. Ok ? Du coup,
Le clitoris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est constitué de plusieurs parties. Ici, en vue de face, on voit très bien ces deux piliers qui vont ensuite se remonter vers le haut pour former le corps du clitoris. En vue latérale, on verra mieux, mais ici, du coup, il y a théoriquement le genou du clitoris et là, le gland du clitoris. Ok ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle encorné du clitoris, c'est le muscle ischio-caverneux, et le muscle encorné des bulbes vestibulaires, c'est le muscle bulbo-spongieux. Mais ça, on le reverra après. Du coup, là, on a une vue latérale du clitoris. Du coup, là, on voit que la moitié du clitoris, puisque bah, c'est une vue latérale. Et on peut voir ces différentes parties. Là, on a le pilier, qui devient le corps du clitoris. Là, on a le genou, qui au niveau de la torsion, ça fait comme un genou, vraiment, on dirait une petite jambe. Et là, on a le gland du clitoris. Du coup, c'est ce qui se voit de l'extérieur. Et c'est ce gland qui est recouvert par le capuchon du clitoris. On l'a vu tout à l'heure. Le capuchon, je vous le rappelle, c'est l'extension antérieure de la commissure antérieure de la petite lèvre. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Votre clitoris, il est recouvert d'un fascia, donc d'une petite membrane. Et via ce fascia, il est rattaché au pubis. Ici, là c'est la branche inférieure du pubis, via le ligament suspenseur du clitoris. C'est ce qui le maintient debout, on va dire. Et du coup, ça en fait c'est l'os coxal. Là vous avez le foramen obturé, l'épine sciatique, là la tubérosité sciatique, et ici vous avez le pubis. Et du coup, votre clitoris en fait, il est rattaché à la branche inférieure du pubis, et il est rattaché à la symphyse pubienne qui est à peu près ici, si le prof avait continué le schéma, via du coup le ligament suspenseur du clitoris. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une erreur sur ce schéma. C'est le schéma de la Ronéo de l'année dernière. Ici vous avez le muscle constricteur de la vulve. Normalement il est ici. Là vous avez les bulbes vestibulaires. À l'intérieur vous avez le muscle constricteur de la vulve. Au-dessus vous avez le clitoris. Les glandes de Bartholin elles sont bien situées à peu près en postérieur. Et normalement ici vous avez le vagin. Du coup, maintenant, on va voir les bulbes vestibulaires. Ils sont ici, juste là. Et en fait, ils entourent l'entrée du vagin. Donc ça veut dire que pendant la pénétration, quand les bulbes vestibulaires seront gonflés, ils vont entourer indirectement la verge de l'homme pendant la pénétration. Ok, et en gros, les bulbes vestibulaires, c'est l'équivalent du corps spongieux de l'homme. Et dans leur partie inférieure, c'est-à-dire à peu près ici, on ne les voit pas sur le schéma, on a les glandes vestibulaires majeures de Bartholin qui sécrètent la cyprine. Donc vraiment faites des liens, là on parle des bulbes vestibulaires, en inférieur des bulbes vestibulaires on a les glandes vestibulaires, n'hésitez pas à faire des liens pour faciliter votre compréhension. Du coup, maintenant, on va parler des muscles dont on parle depuis tout à l'heure. Ici, on a le muscle constricteur de la vulve qui est autour du vagin. Attention, ce n'est pas un muscle encorné. Et il faut savoir que ce muscle, au fur et à mesure que la femme a des bébés et fait des accouchements, ce muscle il va perdre sa force contractile et du coup, il va commencer à disparaître. Maintenant, on va parler des muscles cornés. Il faut savoir qu'ils sont pairs, c'est-à-dire qu'il y en a un de chaque côté des piliers du clitoris et un à chaque côté des bulbes vestibulaires. Et ils sont symétriques, ils sont pareils. Du coup, pour le clitoris, on a le muscle ischio-caverneux. Comme mémo, je peux vous dire que le muscle ischio-caverneux, il est en lien avec la tubérosité ischiatique de l'os coxal. Et aussi, ah oui, il faut savoir que les muscles encornés, en fait, on dit qu'ils sont encornés parce qu'ils sont circulaires, ils sont cylindriques et creux, comme un cornet de glace. Et du coup, en fait, vos corps érectiles, ils vont se loger à l'intérieur de ces cornets. Et ces muscles, en fait, quand il y aura l'excitation sexuelle, ils vont se contracter, ils vont empêcher le retour veineux. Du coup, il va y avoir accumulation de sang dans ces corps érectiles. Et il y aura du coup un gonflement. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le clitoris, du coup, on a les muscles ischio-caverneux. Et pour les bulbes vestibulaires, on a les muscles bulbo-spongieux.
Voilà, du coup comme lien vous avez les bulbes vestibulaires qui ont les muscles bulbo-spongieux et tout à l'heure je vous avais dit que les bulbes vestibulaires c'était l'équivalent du muscle spongieux de l'homme. Donc vraiment il y a plein de liens que vous pouvez faire pour bien retenir tous ces muscles. Du coup maintenant on va voir tous les organes génitaux internes un par un et on va commencer par le vagin. Mais avant on va voir une petite vue générale du petit bassin et de tous ses organes. Du coup, là, on a une vue latérale, et qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on peut voir... Ah mince, j'ai pas le bouton. Ici, on peut voir la colonne vertébrale. Ici, on a le rectum. Le professeur dit qu'il a la forme d'un homme assis, ok, comme le penseur de Rodin, qui est comme ça, assis. Là, on a le noyau fibreux central du périnée, entre le vagin et le rectum. Le professeur juste le mentionne, il ne détaille pas son rôle. Ici, on a le vagin. Le vagin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est concave en arrière. Il se dirige vers l'arrière et il a un angle de 60 degrés par rapport à une ligne horizontale. Donc là, je vous fais une ligne horizontale. On peut voir un angle ici de 60 degrés vers l'arrière. Ici, on a l'utérus et là, on a la vessie. La vessie se projette vers le foramen obturé et le vagin se projette vers l'ischion. Ici, je vous ai mis un schéma du squelette du petit bassin d'une femme. Ici, on peut voir le foramen obturé, c'est le trou de l'os coxal. Ici, on a l'ischion et on peut voir à travers que du coup la vessie est à travers un cercle en pointillé, c'est le foramen obturé, et que le vagin est du coup vers l'ischion. Voilà. Et du coup, le vagin, son rôle principal, c'est la copulation. Du coup, le professeur, il compare le vagin à un étui pénien parce que pour lui, le vagin, c'est comme un étui, comme une poche dans laquelle peut rentrer le pénis. Voilà. Comment accéder au vagin via l'examen clinique? On peut y accéder par le spéculum. Le spéculum, c'est comme une valve qu'on peut, on va dire, accrocher au vagin et tirer pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Quand on fait des examens du col de l'utérus, c'est ce qu'on fait notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le vagin, c'est un muscle membraneux et il est extensible, ce qui permet du coup la pénétration. Il est long de 8 cm, mais du coup il est extensible, comme je l'ai dit. Il possède plusieurs faces, ok. Il faut penser le vagin comme un cylindre en 3D. Il a une face intérieure, une face postérieure et des faces latérales. Et le fornix, c'est le point supérieur, c'est le sommet du vagin. Et c'est au niveau du fornix on va trouver le col de l'utérus. Et qu'est-ce qu'on va trouver aussi au niveau du fornix? On trouve aussi le lac spermatique. En fait, les hommes, quand ils éjaculent à l'intérieur de la femme, c'est au fond du vagin, donc au niveau du fornix. Et on appelle cette zone le lac spermatique également. Du coup, maintenant, on va voir les parois du vagin qui sont accessibles à l'examen clinique avec un spéculum. C'est-à-dire que à l'examen clinique, en fait, on va ouvrir l'orifice, on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, notamment le col de l'utérus qui est tout au fond. Et du coup, ça veut dire qu'on pourra voir aussi les parois du vagin. Et en fait, il y a Ambroise Paré, c'est un médecin qui a dit que les parois du vagin ressemblaient à un palais de chien. Du coup, je vais vous dire pourquoi maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la paroi antérieure? Ici antérieure, ici postérieure. Sur la paroi antérieure, on a le col de l'utérus qui est tout en haut, avec son orifice. Ici, on a une colonne antérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, en face du vagin, on a l'urètre. Et l'urètre, il pousse sur la paroi antérieure du vagin et il forme son impression en faisant cette colonne antérieure verticale. Ok, en haut de cette colonne antérieure, il y a une division qui forme le trigone vaginal. Attention, ce n'est pas le trigone vésical. Justement, le trigone vaginal, c'est l'impression du trigone vésical sur la paroi du vagin. Quand vous aurez fait le cours d'appareil urinaire, vous verrez que le trigone vésical, il est composé de l'urètre, qu'on peut voir en impression ici, des deux urotères, et ça forme du coup un trigone. Bien en fait, le trigone vaginal, c'est l'impression du trigone vésical sur le vagin. Et aussi, on a des rides vaginales. Et en fait, le médecin connu, il a dit que ça ressemblait à un palais de chien.
parce que il y a l'association de la colonne antérieure et des rides, et ça ressemble à un palais. Donc voilà. Et sinon, sur la face postérieure, il n'y a pas grand chose à dire. On a toujours une colonne verticale et avec beaucoup moins de rides. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à l'utérus. L'utérus, il a une fonction dans la gestation, c'est-à-dire que c'est l'endroit où va grandir le fœtus quand la maman sera enceinte. Et il faut savoir que l'utérus, il est antéversé, c'est-à-dire qu'il est, on va dire qu'il est positionné vers l'avant, et il est aussi antéfléchi, c'est-à-dire que l'organe en lui-même est fléchi vers l'avant. C'est deux choses différentes. En fait, imaginez-vous que si l'utérus il était juste antéversé, il n'y aurait pas eu la torsion qu'il y a ici. Genre, il ferait pas comme un coude. Là, vous voyez, genre, l'utérus, on dirait comme une poire à 90 degrés ici. S'il n'était pas antéfléchi, on aurait juste l'utérus comme ça. Enfin, suivez le curseur et vous verrez. Là, il est antéversé, ça veut dire qu'il est penché vers l'avant. Et il est antéfléchi, c'est-à-dire qu'ici, là où il y a le curseur, vous voyez qu'il y a une flexion. Et c'est l'utérus en fait qui est fléchi vers l'avant. Et bref, du coup, il faut savoir que l'utérus, c'est un organe musculaire. En effet, il se contracte quand la maman accouche de son bébé. Du coup, là, on a un plan de face de l'utérus et on peut voir qu'il a la forme d'un tronc de cône aplati. Et on peut voir de haut en bas, ici, le fond de l'utérus, c'est la partie supérieure. Ici, on a le corps. Ici, on a l'isthme, qui est la partie rétrécie de l'utérus. Et ici, on a le col de l'utérus qui fait la jonction entre le vagin et l'utérus et qui a un orifice. Le col de l'utérus, il est accessible par le toucher vaginal. Et, ah oui, et aussi pour faire un toucher vaginal, il ne faut pas que la femme soit vierge. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir les deux angles latéraux de l'utérus. Ici, c'est les cornes de l'utérus. Et en fait, c'est ici où s'abouchent les oviductes. Aussi, on va parler de ligaments. Les ligaments, en fait, ils vont relier l'ovaire et l'utérus ici. Ça, c'est le ligament utéro-ovarien. Et ici, on a le ligament rond qui relie les cornes de l'utérus aux grandes lèvres ici. Maintenant, on va voir les différentes tuniques de l'utérus. La tunique externe, c'est quoi? C'est le péritoine. Le péritoine, attention, il se dépose pas de partout sur l'utérus, il se dépose de partout sauf ses faces latérales. Et du coup, c'est sur ces faces latérales où on va retrouver le fascia utérin. La tunique moyenne de l'utérus, c'est son muscle, c'est le myomètre. Il est nécessaire à l'accouchement, c'est-à-dire qu'il va se contracter et il va expulser le bébé. Et parfois, il peut présenter des tumeurs, on appelle ça des myomes. Maintenant, on va parler de la tunique interne de l'utérus, c'est l'endomètre. Il suit le cycle féminin en fonction des hormones. Il a une forme de T à barre horizontale supérieure, ce qui explique la forme des stérilés. Et au niveau du col de l'utérus, ici on peut voir des replis palmés, et du coup c'est les replis palmés de l'endocole. Maintenant on va parler des trompes, c'est-à-dire les oviductes. On les appelle aussi trompes de Fallope. Et en fait, leur rôle, c'est de permettre au spermatozoïde d'atteindre l'ovocyte et de le féconder ici au niveau de l'ampoule. Et les trompes permettent à l'œuf fécondé de rejoindre la cavité utérine en faisant le trajet inverse. Et du coup, ces trompes, elles présentent également trois tuniques. On a la tunique externe qui est une séreuse, tunique moyenne, c'est la musculeuse, et la tunique interne, c'est la muqueuse de la trompe. Maintenant, vos trompes, elles ont différentes portions. Elles ont une portion intra-utérine ici, une portion isthmique, c'est ici la partie rétrécie. Vous avez l'ampoule, qui est dilatée comme une ampoule, et en fait, c'est le lieu de la fécondation. C'est ici où le spermatozoïde va rentrer dans l'ovocyte. Et ici, vous avez l'infundibulum, c'est la partie extrême de la trompe qui s'ouvre dans la cavité péritonéale, et elle présente des franges. La frange ovarique, c'est la frange la plus longue du pavillon de la trompe. Du coup, on va se concentrer sur l'infundibulum, c'est-à-dire le pavillon de la trompe, et elle a certaines caractéristiques, notamment une frange ovarique. Du coup, c'est la frange la plus développée de la trompe, et cette frange, en fait, elle va couvrir l'ovaire.
Son ostium est visible de l'extérieur et toute la partie externe de la trompe est péritonisée, sauf la partie intérieure. Logiquement, le péritoine il recouvre les organes, il ne rentre pas à l'intérieur d'eux. C'est pareil pour la trompe. Du coup, quand votre ovaire il va sécréter un ovocyte. L'ovocyte il va rentrer à travers le pavillon, il va se retrouver au niveau de l'ampoule. Ici, il y aura la fécondation, puis l'œuf fécondé ira au niveau de l'isthme, puis l'utérus. Maintenant, il faut savoir une des pathologies liées aux trompes, c'est les grossesses extra-utérines. Une grossesse extra-utérine, c'est quand l'œuf s'implante hors de l'utérus. C'est-à-dire que normalement, l'œuf, quand il est fécondé dans l'ampoule, il va dans l'utérus et c'est là où il s'implante et où il se développe, où le bébé grandit. Et il existe parfois que l'œuf fécondé, il s'implante dans des endroits hors de l'utérus, comme par exemple les trompes. Si l'œuf s'implante au niveau de la trompe, il va grandir. Il va grandir. À un moment, il va trop distant de la trompe, elle va exploser et il y aura des hémorragies à l'intérieur de la femme et c'est très dangereux. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler des ovaires. Les ovaires, c'est des organes qui sont non péritonisés, mais intrapéritonéaux. Vraiment, ça, faut l'apprendre par cœur. Il a une forme d'amande, il a une fonction aussi exocrine et endocrine, mais ça on le verra après. Il faut savoir que l'ovaire il est rattaché déjà au ligament utéro-ovarien, du coup c'est un ligament qui va relier l'ovaire à l'utérus, et il est aussi rattaché au mésovarium. Le mésovarium c'est une partie du péritoine, et vous savez que le péritoine c'est une membrane qui va tapisser l'intérieur de l'abdomen. C'est lui qui va tapisser et fixer les viscères à l'intérieur de nous. Et du coup, cette connexion entre l'ovaire et le mésovarium, elle se fait par une ligne de réflexion du péritoine. Imaginez le péritoine pas comme une membrane toute lisse, mais avec plein de plis, et chaque pli, en fait, c'est une ligne de réflexion. On appelle ça comme ça. Et en fait, ces lignes de réflexion, elles vont lier le mésovarium et l'ovaire. Voilà. Alors votre ovaire il est divisé en deux parties différentes. Vous avez la corticale qu'on appelle l'organe de la mère et de la reproduction et la médula de l'ovaire, c'est la partie centrale, on appelle ça l'organe de la femme. Alors la corticale elle a une fonction exocrine. Vous pouvez voir ici différents follicules à différents stades de croissance. Du coup ça c'est la fonction exocrine de l'ovaire, c'est-à-dire que la corticale produit les ovocytes. Et la fonction endocrine de la corticale est gérée par le corps jaune, ok, c'est le reste du follicule qui produit la progestérone, du coup ça c'est la fonction endocrine. Maintenant vous avez la médula, donc la partie centrale de l'ovaire, et on dit que c'est l'organe de la femme parce qu'elle produit l'hormone féminine, l'œstrogène. Maintenant on va voir les différents examens gynécologiques que l'on peut faire chez la femme. Il y a d'abord le toucher vaginal, du coup c'est-à-dire qu'on va introduire 2 doigts dans le vagin de la femme pour explorer le col de l'utérus. On peut le faire seulement si la femme a déjà eu un rapport sexuel. Il y a aussi le toucher rectal qui nous permet d'atteindre le cul-de-sac recto-vagino-utérin. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle recto? Parce qu'il touche le rectum, vaginaux parce qu'il atteint le vagin, et utérin parce qu'il touche l'utérus. Du coup, ce cul-de-sac il est au contact de toutes ces structures. On l'appelle aussi cul-de-sac de Douglas, et en fait, c'est la partie la plus déclive du péritoine. Et il y a une patho à connaître, c'est le cri de Douglas. En fait, c'est par exemple quand vous avez une péritonite, donc une infection dans le péritoine. Puisque le cul-de-sac de Douglas, c'est la partie la plus déclive du péritoine, toutes les substances purulentes vont s'accumuler au niveau de ce cul-de-sac, et le toucher rectal permet de toucher ce cul-de-sac, ce qui va provoquer une douleur chez la personne, qui va faire le cri de Douglas. Et quand vous allez faire votre examen au spéculum, du coup, vous allez voir le col de l'utérus en face de vous, et en fait, en fonction de la vie génitale de la femme, il y a encore différentes formes du col à connaître. Si la femme n'a jamais eu d'accouchement, on dit qu'elle est nullipare, elle aura un col de l'utérus qui est annulaire et régulier. Si elle a eu un accouchement, donc elle est primipare, son col de l'utérus présentera une ou deux irrégularités. Et si la femme a eu plusieurs accouchements, donc elle est multipare, son col de l'utérus présentera plusieurs diverticules.
Et souvent on dit que le col de l'utérus, en fait, il a la forme d'un museau de tanche, c'est un poisson. Alors une des manières de dépister par exemple un cancer du col de l'utérus, c'est en faisant des colorations du col de l'utérus, puis en faisant des biopsies en fonction des résultats, en fonction de si les cellules ont l'air cancéreuses ou non. Du coup, il y a deux colorations que le professeur nous parle. Il y a la coloration à l'acide acétique et la coloration au lugol qu'on dispose directement sur les cellules du col de l'utérus. Du coup, on commence par l'acide acétique. Il faut savoir que les cellules cancéreuses, elles sont acidophiles. Donc si on leur met de l'acide acétique par-dessus, elles vont l'absorber. Donc si on a un col sain, il restera rosé si on lui met de l'acide acétique. Et si on a un col qui est cancéreux, les cellules cancéreuses vont absorber l'acide acétique puisqu'elles sont acidophiles et elles deviendront blanches. Maintenant le lugol, le col sain, enfin les cellules du col de l'utérus sont lugolophiles. Donc si on leur met du glucose par-dessus, elles vont l'absorber et paraîtront de couleur acajou. Alors que les cellules cancéreuses ne sont pas lugolophiles. Donc un col sain, si on lui met du glucose par-dessus, il aura une couleur acajou parce que les cellules du col de l'utérus sont lugolophiles. Et un col cancéreux, si on lui met du lugol par-dessus, il restera rosé parce que les cellules cancéreuses ne sont pas lugolophiles. Alors maintenant, on va voir le rapport du péritoine avec les organes génitaux internes. Et tout d'abord, alors voilà, du coup là on a une vue latérale des organes internes du périnée. Là on a la vessie, le vagin, l'utérus, le rectum, ok? Et issu des cornes de l'utérus, on avait dit que c'était les parties supérieures et latérales de l'utérus qui abouchaient vers les oviductes. On a en avant le ligament rond qui va vers les grandes lèvres. En haut, on a les oviductes. Et en arrière, on a le ligament utéro-ovarien qui relie l'ovaire à l'utérus. Maintenant, on va voir comment est-ce que le péritoine est déposé sur les organes. Alors d'abord, il est déposé sur la face supérieure de la vessie, comme ça. Et entre la vessie et l'utérus, il va former un cul-de-sac. C'est le cul-de-sac utérovisical. Maintenant, il est déposé sur l'utérus, sur le corps de l'utérus, sa partie supérieure et sa partie postérieure. Mais attention, il n'est pas déposé sur les parties latérales de l'utérus, ok? Voilà, et après, il prolonge son chemin en formant le cul-de-sac de Douglas entre le vagin, l'utérus et le rectum. C'est la partie la plus déclive du péritoine, et il remonte jusqu'au rectum. Du coup, ce qui est en violet, c'est le péritoine. Et comme je vous l'ai dit, le péritoine, il est posé sur l'utérus. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas tout lisse, c'est pas tout homogène. Et du coup, il y a des formations de plis. Et ces plis, c'est du coup les lignes de réflexion, on les appelle comme ça. Et la disposition particulière de ces lignes de réflexion au niveau de l'utérus va former le ligament large. Du coup, je vais vous décrire une formation triangulaire qui est délimitée par les lignes de réflexion, et le triangle en lui-même, il est dénué de péritoine. Du coup, au niveau du ligament large, on a différentes parties. On a ici le paramètre, c'est la partie basse du triangle, elle est large du coup. Ici on a le mésomètre, c'est la partie moyenne du triangle qui est effilée. Et ici on a la zone des ailerons qui est au niveau des cornes de l'utérus. Et c'est d'ici d'où partent les trois structures que j'ai expliquées avant. Ici le ligament rond, là les oviductes et en arrière le ligament utéro-ovarien. Et il faut savoir que le paramètre et le mésomètre, du coup il est tendu entre l'utérus et la paroi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le péritoine, en fait, il est tendu de la paroi. Et du coup, ici, il y a un vide de l'utérus jusqu'à la paroi. C'est assez abstrait, mais je pense qu'avec Visible Body, le logiciel que vous avez avec la fac, vous devriez pouvoir visualiser ça. Maintenant, on va voir plus en détail les ailerons du ligament large. Du coup, c'est ce qu'on a vu juste avant, là avec le ligament rond, le ligament utéro-ovarien et les oviductes. Du coup, c'est la zone où il y a une bifurcation. Et du coup, on va voir en premier le mésofuniculaire, c'est l'aileron antérieur. Et du coup, le mésofuniculaire, c'est la ligne de réflexion péritonéale qui va entourer le ligament rond.
En haut, on a le mésoalpinx, c'est l'aileron supérieur, et du coup, c'est le mésoalpinx, c'est la ligne de réflexion péritonéale qui va entourer l'oviducte. Mésoalpinx, alpinx, ça fait penser aux Alpes, et les Alpes, c'est en altitude. Du coup, dites-vous que ça va vers le haut. Et en arrière, on a le mésovarium. Du coup, c'est l'aileron postérieur, et le mésovarium, c'est la ligne de réflexion péritonéale qui va entourer le ligament utéro-ovarien. Du coup, ici, on a un récap du ligament large. Ici, on a le paramètre, la partie basse, le mésomètre. Ici, la zone des trois ailerons. En avant, on a le mésofuniculaire qui va entourer le ligament rond. En haut, on a le mésoalpinx qui va entourer la trompe. Et en arrière, on a le mésovarium qui va entourer le ligament utéro-ovarien. Mais attention, vous pouvez voir ici l'ovaire qui est d'une couleur différente, qui n'est pas dans la couleur du péritoine, pour vous rappeler que l'ovaire, il n'est pas péritonisé, il est juste intrapéritonéal. Mais il n'est pas péritonisé. Du coup, maintenant, on va voir la vascularisation de l'appareil génital féminin. Et du coup, là, vous avez l'aorte abdominale, du coup, qui est issue du ventricule gauche. Au niveau de L1, elle va donner les artères rénales qui vont aller vers les reins. Au niveau de L2, elle va donner les artères gonadiques, du coup, qui va vasculariser les gonades, donc les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme. Au niveau de L4, l'aorte va bifurquer, elle va donner les deux artères iliaques communes. Chaque artère iliaque commune va se diviser en artère iliaque interne et artère iliaque externe. L'artère iliaque externe va donner l'artère fémorale et l'artère iliaque interne va donner deux troncs. Un tronc postérieur et un tronc antérieur qui est très important parce qu'elle-même va se diviser en plusieurs artères qui vont vasculariser beaucoup d'organes du périnée. Donc le mémo que je vous propose, c'est VOUV. Le trou antérieur, il va vous donner l'artère vésicale pour la vessie, l'artère ombilicale, l'artère obturatrice qui va aller vasculariser le trou obturateur, l'artère utérine et l'artère vaginale. Et il faut aussi savoir qu'il y a l'artère honteuse interne qui, elle, va vasculariser le clitoris chez la femme et le corps caverneux chez l'homme. Votre pudendum aussi va être vascularisé par, du coup, vos artères honteuses internes, mais aussi par l'artère honteuse externe qui, elle, est issue de l'artère fémorale. Et du coup, il y a une patho à savoir, c'est la thrombose. La thrombose, en fait, c'est un caillot qui va boucher votre vaisseau, du coup, le sang ne peut plus passer. Chez l'homme, la thrombose de l'artère honteuse interne peut donner une impuissance, du coup des problèmes érectiles, parce que l'artère honteuse interne va vasculariser les corps caverneux du pénis. Donc si elle est bouchée, il ne va plus pouvoir former une érection. Et du coup, pour finir, on va voir la vascularisation veineuse et lymphatique de l'appareil génital féminin. Du coup, il faut savoir que l'axe veineux est vraiment superposable à l'axe artériel, c'est vraiment les mêmes noms de vaisseaux. Vous avez ici la veine iliaque externe qui va se rejoindre à la veine iliaque interne pour former la veine iliaque commune. Cette veine iliaque commune va se rejoindre avec sa veine iliaque commune contralatérale pour former ici la veine cave inférieure et qui va rejoindre du coup l'atrium droit du cœur. Maintenant, au niveau du drainage lymphatique, vous savez du coup les vaisseaux lymphatiques qui sont là pour récupérer du coup la lymphe et tous les déchets qui sont produits par les gros vaisseaux ici du coup du périnée. Du coup, il faut savoir qu'au niveau du périnée, tout est drainé par les nœuds inguinaux superficiels. Ils sont ici et en fait ils sont superposés à la crosse de la grande veine saphène. C'est le vaisseau qui est bleu clair ici. Et du coup, ces nœuds inguinaux superficiels, ils sont répartis en 4 cadrans. Ici, un cadran en dehors, en dedans, au-dessus, en dessous. Ok ? Et du coup, ces nœuds inguinaux superficiels, ils vont rejoindre les chaînes iliaques. Là, on a du coup une chaîne iliaque externe, une chaîne iliaque interne. Les deux vont se rejoindre pour former les chaînes iliaques primitives. Les deux chaînes iliaques primitives contralatérales vont se rejoindre pour former les chaînes iliaques abdominaux-aortocaves qui vont drainer du coup les gros vaisseaux de l'abdomen, du coup ici l'aorte et la veine cave. Et ces chaînes abdominaux-aortocaves vont, elles, se drainer au final dans le conduit thoracique qui est au niveau de T12.
Et du coup, ces chaînes lymphatiques, en fait, elles sont importantes à connaître parce que quand vous avez des cancers, la lymphe est mobilisée au maximum par les cellules cancéreuses et du coup, quand on fait des ponctions, on peut voir au niveau de la lymphe s'il y a des cellules cancéreuses. Et du coup, voilà, j'ai fini pour cette diapo. J'espère que ce cours vous a plu et que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Messenger. Du coup, mon nom c'est Saradius, c'est mon pseudo sur le forum. Ah oui, sinon vous pouvez poser des questions sur le forum, mais sur Messenger c'est Sarah Liomin. Et quoi d'autre? Du coup, c'est tout. On se reverra au présentiel en amphi pour le cours de paro du petit bassin. Et voilà, bonne chance pour le S2.